Summer League, partie 2. On a vu dans la partie 1 les performances de divers joueurs durant cette Ligue d'été 2022, que ce soit rookie ou sophomore. On a notamment parlé de Keegan Murray, de Jabari Smith, de Tari Eason. On vous invite à retourner écouter ce premier épisode. L'épisode 2, on va continuer puisqu'en fait, on a vu plein de matchs. Enfin, en l'occurrence, Ben et Hugues ont vu plusieurs matchs. Salut les gars. Salut à Alex. tous. On va essayer de voir qui sont les joueurs qui ont changé ou alors qu'on essaye de changer dans cette Summer League. Quel est le travail des front office avec les prospects qui soient rookies ou sophomores. C'est la partie 2 du podcast Summer League. C'est parti. Donc, Guy Santos. Non, on a déjà fait la première fois. Moi, je peux parler de Guy Santos pendant des heures. Ah, moi aussi. Non, on va pas parler de Guy Santos. On a parlé de la première partie, mais voilà, on l'aime. On parle des gagnants. On parle des gagnants de cette Summer League qui sont les Trailblazers de Portland. The Ring pour eux, la bague Summer League, le trophée de MVP, c'était pour Keegan Murray. Hugues, qu'est-ce que tu as aimé chez les Blazers en termes d'utilisation de joueurs, de développement de skills? On a vu une équipe, déjà il y avait pas mal de sophomores, donc c'était une des équipes un peu plus favorites, entre guillemets, pour ce que ça vaut dans Summer League. Et il y a eu la blessure terrible de Shaedon Sharpe dès le départ au bout de 7 minutes, donc ça libérait beaucoup d'espace pour des joueurs. C'est ça, pas jouer pour Mister l'occasion. Small Sample, quoi. Bah ouais, là effectivement on est sur du secret bien gardé, et du coup ça a permis à certains autres mecs de se mettre en avant, notamment la délivrance pour Keon Johnson, qui a pu récupérer le ballon après une première année compliquée aux Clippers, et un deuxième joueur qui s'est vraiment beaucoup mis en avant, c'est Trayvon Watford de LSU, qui avait fait 2 ans à LSU, qui l'an dernier se gratte une place au fur et à mesure, et qui a été un peu au centre du dispositif. Donc ces deux joueurs-là ont particulièrement brillé pour les Blazers. Pour aller plus loin, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir des minutes l'année prochaine, sachant que Portland a des ambitions quand même de gagner des matchs? Keon Johnson, il a montré, contrairement à Tennessee, tu vois, je disais sur notre WhatsApp, j'ai pas retrouvé le joueur explosif, le joueur agressif, le slasher de Tennessee. Alors même si c'est un spacing particulier sous coach Barnes et un contexte spécifique, mais on a vu un joueur qui a développé beaucoup un tir à 3 points. Et ça va être vital pour lui pour pouvoir exister dans un spacing NBA. Le défenseur, pas de souci, mais voilà, va falloir exister loin du ballon avec Damian Lillard, avec notre ami Fernie Simons, avec peut-être Shaedon Sharpe un jour, avec Jeremy Grant. Donc voilà, on a eu un mec qui a pu tirer un 3 points. Et pour Trayvon Watford, on n'a pas utilisé le joueur comme un simple poseur d'écran, ce qu'il était l'an dernier. Mais on a exploité ses capacités à jouer poste bas sur un mismatch, sur du switch pick and roll 1-4 qu'on retrouve en NBA. Et on a revu ce corps puissant, dominant, poste bas, capable de faire la différence, d'enrouler son vis-à-vis et de finir avec efficacité près du panier. Et donc, juste le fait de remettre le joueur dans ses forces universitaires et de pas l'utiliser comme n'importe quel mec, comme n'importe quel mec en NBA, parce que on fait tout ça en NBA, faire du pick and roll, pick and roll, pick and roll, et après derrière tu revois pas le ballon. Bah c'est bon pour le développement du joueur, et dans une équipe qui effectivement a des ambitions mais qui a beaucoup de jeunes, ça va peut-être permettre d'avoir ce mec-là qui sort du lot. Ça implique un stretch 5, de pouvoir jouer en tout cas un 5 qui rôde pas trop autour de la peinture. Ils en avaient un sur le terrain pendant la Summer League. Je voulais en venir ici, Ben. Et c'est peut-être la grosse satisfaction côté rookie choisi au second tour cette année. Oui, un peu ici. Oui, non, je parlais de Luka Garza. Ah non, je parlais de Jabari Walker, moi. Mais oui, il y avait Jabari Walker aussi sur le terrain. Jabari Walker qui a montré de très, très belles choses. Des belles choses qu'on avait vues à Colorado cette année, mais il m'a l'air d'un joueur qui est physiquement transformé. Il y a beaucoup de joueurs qui profitent
de la période avant de la période des workouts avant la draft pour justement se plonger dans l'entraînement puis dans une discipline. Puis Jabari Walker a perdu du poids, puis ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus mobile. Puis ils l'ont utilisé. Je ne sais pas c'est qui utilise. Je ne sais pas c'est qui est l'entraîneur des intérieurs à Portland, qui était l'entraîneur des intérieurs pour la Summer League, mais il a fait un boulot très impressionnant. Moi, j'ai eu des notes positives sur tous les intérieurs, dont Jabari Walker, qui est capable de bouger, qui est capable de prendre des tirs en mouvement, et qui est capable d'aider en défense aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, ce qu'on avait peut-être un peu moins vu à Colorado. En fait, on l'avait vu, mais il avait un peu le délit le délit de concombre, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'il avait une Le petite délit de bedaine. concombre. Ah oui, 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 clairement, clairement. Il soufflait beaucoup sur le terrain. Il était lourd sur ses jambes. C'est ce qui m'a vraiment marqué en Summer League, c'est à quel point il était léger, il se déplaçait bien. Et pour un joueur qui a un skill set comme Jabari Walker, qui est très important, mais très simple, c'est important d'être capable de bien bouger puis de bien exécuter. Puis il a exécuté à merveille en Summer League. Mais en fait, il avait pris beaucoup de points entre l'année 1 et l'année 2, parce qu'en l'année C'est 1 à vrai. Colorado, il sort du banc, sixième homme, avec une équipe assez expérimentée, et on voit des flashs défensifs hyper impressionnants. Moi, c'est Alan qui m'oriente dessus, comme souvent il a des bons joueurs un peu cachés, etc. Il me dit, regarde Jabari Walker, c'est vraiment un potentiel défensif excitant qui peut être premier tour l'an prochain. Et cette année, il est dans une équipe un peu plus bordélique, moins expérimentée, il prend énormément de poids, il fait n'importe quoi, hein. Et on voit un mec trop gras et on disait plusieurs fois le problème de Jabari Walker, vraiment sa seule limitation, c'est pas son jeu, c'est sa capacité à arrêter de bouffer des wings de poulet. Le lendemain de sa signature de contrat, il offre, je crois, il achète 200 ou 300 wings de poulet pour Mais fêter non, ça. c'était un truc sponsorisé, non? Ah d'accord, ok, mais je l'ai Ouais, vu je crois avec que des c'était un post grosses sponsorisé baskets. sur Insta, genre, parce qu'il savait qui sponsorisait, tu vois, Ouais, ouais, ils ont la bien marque, ciblé. la marque des Wings. Non, mais alors après, c'est une leçon à retenir pour nous aussi. C'est-à-dire, quand il y a un mec qui est un tout petit peu trop gras, tu peux quand même faire confiance à un staff NBA pour se dire, bah, lui, on va l'affiner. Et du coup, il faut essayer d'imaginer à quoi peut ressembler le joueur euh, dans cette mobilité nouvelle que peut lui donner cette perte de poids. Mais d'où l'importance de parler aux joueurs, d'avoir une conversation avant dans le processus, savoir quel genre de joueur c'est, savoir si c'est un vecteur de chaos dans une équipe ou c'est juste quelqu'un qui souhaite avoir une certaine structure, avoir certains mentors pour être capable d'évoluer. Puis c'est ce qu'on a vu avec Jabari Walker. À mon avis, dans 3 ans, on va regarder ça, puis on va se demander pourquoi Peyton Watson avait été choisi en première ronde, puis pourquoi Jabari Walker en fin de deuxième. Là. Moi, j'ai été très impressionné parce que j'ai vu. Jabari Walker, effectivement, pourrait être un style, d'autant que la rotation intérieure de Portland n'est pas non plus hyper riche. S'il peut gratter des minutes avec une blessure ici, un repos en back-to-back là, c'est pas un scénario improbable. J'ai tendance à être très économique sur l'utilisation du mot style, mais ça sent ça à plein nez. Là. Oui, voilà. Généralement, un gars qui met 5 points par match. Non, ça. Non, mais voilà, je comprends ce que tu veux dire. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment fin de second tour. Normalement, tu n'en attends rien ou vraiment pas Exactement, c'est grand-chose. un. Donc, s'il produit. Tu lances les dés. Ouais, exactement. Paolo Banchero, Oui. premier choix de la draft. Le saviez-vous? Quiz. Est-ce que vous avez vu une différence entre le Paolo Final Four, ou Paolo fin de March Madness, donc, qui arrivait beaucoup là-bas à Duke contre, c'était contre qui, Arkansas, contre North Carolina, et le Paolo Summer League Orlando Magic? Vas-y, Hugues. Ok. On a vu un joueur encore une fois très collectif. Je pense que c'est ce qui a le plus marqué les gens, c'est sa capacité de passe très rapidement. On a vu le mec passeur qui faisait tourner tout le monde. Alors lui, il venait pour kiffer. Il n'a pas joué tous les matchs. Il s'est assez Ouais. vite arrêté. Je crois qu'il en a joué 2-3. On a revu dans les défauts un joueur qui refusait des tirs à 3 points. Et ça, c'est encore un peu chiant. Il va falloir vraiment bosser dessus là, comme ça, notamment sur les pick and pop ou les renversements. Maintenant, on a constaté que le mec est, même face à des joueurs plus vieux,
même si son contexte est pourri, mais face à des joueurs plus vieux NBA, un gars qui va dominer physiquement. Mmh. Donc je pense qu'il y a Paolo a été lui-même. Il a rassuré sur ce qu'il était. Il a montré que peu importe le niveau de compétition, il était bon. Il faut vraiment travailler ce tir. Et on parle de l'investissement défensif, mais encore une fois, c'est de la Summer League. Donc je suis pas hyper choqué s'il fait pas la troisième rotation défensive pour se trouer, notamment s'il laisse tirer Nimias Keita à 3 points sur un tir décisif en lui disant bah tu sais pas shooter normalement et voilà quoi. C'est juste drôle et c'est le contexte bon enfant qui fait kiffer l'été. Et c'était une belle fin de match. Et shootout à Nimias Keita, qu'on n'a pas évoqué hier quand on parlait de Sacramento. Qui a fait une belle Summer League, là. Chouchou envergure de longue date, là. Nimias Keita qui progresse d'année en année et qui continue. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il a progressé. Donc, c'est quand même bon signe. Le Portugais, avec des prospects portugais qui arrivent dans les années à venir, peut-être qu'il y aura une vraie équipe du Portugal senior d'ici quelques années à surveiller. Je ne parle pas de Caleb Houston. Je pense que Houston, il a fait en gros, si son shoot rentre, il est bon, et si son shoot rentre pas, il est pas bon, quoi. Et le premier match, il a mis plus 6-3 points, et puis après, il a fait 2 sur 18. Et puis, donc, donc Caleb, écoute, il a de quoi jouer en NBA, il va falloir juste être adroit, normalement, il peut l'être. Mais effectivement, il devrait avoir des shoots pas trop difficiles s'il arrive à gratter des minutes. Orlando, c'est pas une équipe avec 1000 shooters non plus. Le gros dossier de ce podcast, c'est OKC. Parce que ils avaient 1000 rookies déjà. Et puis, et puis parce que Chet, Zion Williams, Ousmane Dieng, que des noms dont on a envie de parler. On commence par Chet. Ben, Oui. est-ce que Oui, tu as aimé moi, l'utilisation de Chet? oui, j'ai aimé l'utilisation de Chet, qui était un peu à l'image de l'utilisation que OKC fait d'un peu tout le monde. Là, tout le monde bouge, tout le monde est dynamique. Chet, on lui a donné des responsabilités avec le ballon dès le départ. Il s'en est accordé vraiment très bien. Je crois qu'on a fait beaucoup de cas pour rien de sa confrontation avec Kenny Lofton Jr., la superstar de la Summer League, Kenny Lofton Jr., qu'on avait laissé seul en 1 contre 1 contre Chet au périmètre, et Lofton s'en est donné absolument à cœur joie à essayer de le défoncer. Chet, je crois que défensivement parlant, ça a été correct. Je pense qu'il va devoir s'affirmer un peu plus sur le terrain, spécialement qu'il va y avoir tous les extérieurs NBA qui vont essayer de lui défoncer la gueule, mais qui va devoir jouer un peu plus au périmètre. Mais je crois que justement, c'est pas un joueur qui va s'illustrer à 1 contre 1 défensivement. Mais non, moi, je trouve qu'il y a vraiment un bon... je trouve vraiment qu'il a donné la meilleure version de Chet qu'il aurait pu donner en tirant 3 points, en menant le ballon, en prenant sa place sur le terrain en tant que leader de l'attaque de OKC. Je crois qu'à OKC, il manque un peu de structure, puis il m'a apparu comme ce gars-là qui est prêt à prendre ce problème en main. C'était bien aussi, Hugues, de le faire jouer avec Josh Giddey un petit peu, Ouais. pour créer de l'automatisme. Alors, ça rendait les choses faciles pour les deux, mais c'était bien pour Chet d'avoir cette liberté-là aussi. Ah bah clairement quand t'as un porteur de balle comme Giddey, ça t'ouvre beaucoup de choses et on a vu Josh Giddey qui a survolé la Summer League, hein, clairement il a pris du gabarit de la puissance donc c'était exceptionnel. Toi tu disais beaucoup qu'à Gonzaga on n'avait pas tout vu de Chet Holmgren, qu'il avait plein de choses qu'il n'avait pas montré parce qu'il y avait le dispositif et je pense que son premier match essaie de nous rappeler ça aussi. Il arrive, il prend des actions, effectivement, il va un peu de poste bas, il met des gros fadeaway, il prend des gros tirs là-dessus, des choses qui s'est permis de rappeler aux gens en disant je suis pas que un mec très fin qui va tirer à 3 points et j'ai pensé à toi direct et c'est vrai que ça a fait kiffer et on a vu parfois trop facilement un Chet Holmgren qui effectivement faisait pick and pop et j'ai aimé que de temps en temps on vienne lui rentrer dans, lui dit vas-y va en bas, descends, mets un peu d'intensité,
fais attention à tes écrans parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient pas très bien posés alors qu'il sait déjà très bien le faire normalement. Et moi j'étais assez rassuré sur cette Summer League de Chattanooga parce que Ouais, moi aussi. on a pu voir que OKC avait une idée avec lui. On a pu voir que ce qui allait lui donner beaucoup de choses et ses axes de progression et que le joueur il rentrait clairement là-dedans. Effectivement, il y a l'air d'avoir déjà une bonne ambiance avec les plus vieux, même s'ils ont que 20 ans, les plus vieux comme Josh Giddey, comme Mm. Shai qui sont venus le voir, etc. Donc j'ai trouvé ça bien pour Chet. Et puis, J'ai il y a ce truc de. Il a fait des stats à peu près qu'on attendait. Il n'a pas été énorme, mais il a été plutôt bon. Il a fait des grosses stats en protection de cercle contre. Il a Et aidé son équipe à gagner, c'est ça l'important. exactement. Sur les stats avancées, je crois que c'est le deuxième meilleur de la QV de rookie sur les stats J- avancées. J'ai beaucoup aimé en périphérie le fait que Jalen Williams et Josh Giddey se sont beaucoup amusés avec lui sur le terrain. Genre, c'était comme un peu pour ces deux joueurs-là conduire une voiture de luxe, là. Puis pour ça pour moi, c'est la preuve d'un gars qui a il a du leadership, puis que deux, il sait où se placer sur le terrain, il sait comment être, puis il sait interagir avec un porteur de balle aussi, ce qui est extrêmement important pour un joueur de cette envergure. Et puis c'est ce qu'il faut faire avec lui, le faire lui donner du temps de jeu sur ses forces, mais aussi de temps en temps, on l'a vu, voilà, tu as le droit de prendre un rebond, pousser la balle et aller prendre un pull-up à 3 points si on monte pas sur toi. Tu as le droit de monter la balle, en fait, tu as le droit de faire des choses avec le ballon de temps en temps si tu la perds pas, en gros. Quoi. Et même si tu la perds, c'est pas très grave. On reste OK si on va pas jouer le titre cette année. Allez, Hugues, allez, parle-moi de Jalen Williams. Ah, il est incroyable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est exceptionnel. Jalen Williams, 3D, Santa Clara, parcours assez complet, une petite révélation en fin de saison, une cote qui monte beaucoup. On avait vu un potentiel défensif fou, notamment sur pick and roll, qu'il avait défendu plus petit que lui. Et moi, je suis vraiment hyper surpris par sa capacité à naviguer balle en main par rapport à ce qu'il a montré à la fac où il avait déjà beaucoup de ballons en main, mais qu'on voyait une main gauche assez faible, on voyait peu de changements de direction, peu de changements de variation de rythme, peu de variation de vitesse. Et je suis plutôt adepte de dire que le dribble ça s'invente pas, que ça se crée pas si rapidement en NBA, qu'il faut quand même des bases solides. Jalen Williams arrive à me faire mentir très rapidement entre ce qu'il a montré à la fac, ce qu'il a montré au combine dans les drills 5 contre 5 et ce qu'il a montré là en Summer League. Je vois un gars qui progresse vraiment sur sa capacité à créer du jeu balle en main Mm. jour en jour. Comme je dis, main gauche, rythme, pull-up. Et donc, plus ça va, et plus je me dis que ce mec-là, on l'a pas mis assez haut. Et je t'avais dit une fois qu'il y avait par compétition avec Ousmane Dieng le soir de la draft, que ça faisait deux profils un peu similaires, et que Jalen Williams me paraissait en avance là-dessus. Alors Ousmane s'est blessé, mais Jalen Williams, je pense qu'il peut être très vite titulaire à OKC. En tout cas, il peut vite finir les matchs si tu veux dans une configuration assez petite. Et, euh, et vraiment, je suis assez rassuré sur sa capacité à exister au niveau supérieur, peu importe le rôle qu'il ait. Mm. C'était intéressant, effectivement, de le voir naviguer et aussi de le voir progresser à ce point, alors que bah, euh, pourquoi on l'avait pas mis si haut que ça, c'est aussi parce que c'est un joueur qui est âgé. Enfin, âgé. Il a 21 ans ou 22 ans, je sais plus. Mais par rapport à Ousmane Dieng, par exemple, c'est 21. 19 ans, 21 ans. Ben, si tu veux ajouter quelque chose sur Jalen Williams, sinon on enchaîne. Moi, j'ai été très, très impressionné par sa capacité à finir au cercle, sa créativité, son calme, sa capacité à prendre le contact. C'est vraiment clé pour un gars qui n'est pas genre un gros meneur explosif qui peut finir par-dessus le monde, d'être capable de se faufiler dans des petits espaces, d'être capable de créer des choses à partir du contact. Puis il a fait ça constamment de match en match. Mm. Effectivement, moi, ça m'étonnerait pas qu'il gratte du temps de jeu rapidement. Alors après, OKC a re-signé Kenrich Williams, qui est un peu moins porteur de balle, mais qui est quand même dans le même profil. Euh, et donc tout ça nous fait dire que Ousmane Dieng, qui n'a pas fait une mauvaise Summer League, mais qui n'en a pas fait une extraordinaire non plus, va plutôt jouer de la G-League l'année prochaine, les gars. Ah, il en a besoin. Il en a besoin. Ousmane Dieng, l'urgence chez lui, c'est de prendre du coffre. Puis justement, de prendre du coffre de manière structurée pour être capable de
pour être capable de ne pas se blesser dans le futur, c'est-à-dire d'en mettre sur les genoux, d'en mettre sur les épaules, sur les articulations. Moi, je ne l'ai même pas vu en Summer League parce qu'il était blessé les matchs que j'ai regardés. Hugues, t'as un truc sur Dieng ou pas? Le Pas une même constat surprise au moins. que Ben. La seule chose qui m'a plu, c'est que en NBL, il avait mis beaucoup de temps à prendre des responsabilités, à prendre des tirs, à oser faire des choses. Et on avait vu un joueur qui était très hésitant, là où Hugo Besson avait dit bon bah vas-y je prends, c'est mon équipe et je gagne. Et là il joue un ou deux matchs, je crois, et sur les un ou deux matchs, il prend des pick and roll, il prend des tirs à 3 points, il prend quelques pull-ups. Donc j'ai vu un joueur un peu plus agressif et je me dis que ça c'est indispensable pour lui dans la jungle OKC où tout le monde veut faire sa place et que tu as beaucoup de ball handlers et de talent, d'avoir cette capacité à dire ok moi aussi je suis là donc Mm. je vais croiser les doigts. Je trouve que cette histoire c'est pas une romance qui m'inspire, Ousmane Dieng à OKC, mais s'il se donne les armes c'est au moins il se laisse une chance donc c'est cool. Mm. Effectivement, va falloir être fort pour exister au milieu de tous ces prospects qui ont tous qui ont tous du talent, du potentiel. Un joueur que vous avez cité a donné du fil à retordre à cette équipe d'OKC, Kenny Lofton Jr. J'en ai marre, mais il faut en parler parce que c'est vrai qu'il a été bon. C'est vrai, tout le monde, ça fait 2 ans à chaque fois, depuis le match contre la France au U19, ça n'arrête pas quoi. Ça n'arrête Le dieu suprême de 3 secondes dans la raclette. Là. pas. C'est lui sur la couverture de la chronique 3 secondes dans la raclette. C'est mon Kenny Lofton qui a minci quand même pendant son année NCA. Qui est toujours Gorginho, comme on dit ici, qui est un peu grassouillé, quoi, mais qui a fait son taf offensivement. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il va jouer? Je sais pas, mais il a vraiment un skill set très précis. Puis c'est un joueur beaucoup plus gracieux qu'on pourrait laisser croire, c'est-à-dire qu'il est capable de finir au panier sur des gars beaucoup plus grands et beaucoup plus longs que lui. Il l'avait fait sur Victor Wembanyama, il l'a fait sur Chet Holmgren. Donc, je sais pas si c'est justement ce qu'il sait faire est adapté à une réalité NBA, mais je suis dans son coin, là, je veux qu'il réussisse, mais c'est ça, il y a vraiment une dextérité, une habileté athlétique qui est très sous-estimée. Puis ça va être une question d'idée, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Mais Ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'il shoot. Il a ouais, montré beaucoup de touchés. Il a fait des. Bon, alors, il y en a qui sont rentrés, c'était des miracles, mais il a mis des step back à 3 points. Non, mais c'est vrai, c'était ça qui était déjà le plus là, surprenant par rapport à son année NCA où il n'était pas non plus hyper adroit et où il jouait plus près du cercle. oui, déjà là, Jaren Jackson est blessé aussi. Donc, il est blessé pour genre 8 mois ou quelque chose du genre. Il se fait opérer un pied, il me semble. Donc, il va peut-être avoir du temps de jeu. Est-ce qu'il est entouré présentement? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, peut-être. Mais la question peut-être à se poser, c'est offensivement, c'est d'accord, on voit il est anachronique et pourquoi des mecs comme Chet Holmgren ont eu des difficultés, c'est parce que avoir un gars qui fait 20 centimètres de moins que toi, mais qui te bully sur ton centre de gravité, c'est horrible. Enfin, c'est comme avoir ton petit neveu ou ton petit cousin qui te rentre dans les jambes. Ah ouais, c'est chiant à tenir et t'as pas l'habitude de. Maintenant, il défend qui? Pour l'instant, Kenny Lofton Jr. Pas grand monde. Il y a un placement qui est pas mal, mais il y a un manque quand même de protection de cercle, il y a un manque de switchabilité. Et avoir un pivot backup offensif en NBA, c'est assez rare. Il y a peu d'équipes qui le font. La majorité, c'est quand même quand tu as un pivot offensif en premier système de jeu, tu rentres Alors un peu peut-être en plus de poste 4. Ouais, mais dans ce cas-là, tu Anytime t'acceptes de offensif souffrir poste 4. défensivement, quoi. Il faut que tu compenses de l'autre côté. Maintenant, ils ont des mecs hyper intelligents, il y a un super coach, un super système de jeu, mais il y a des gens qui veulent passer avant. Il y a beaucoup de monde sur ces postes-là. Brandon Clark, Xavier Tillman, Santi Aldama s'il joue un jour. Donc, t'as des Belle mecs. Summer League, Santiago de la Maldama. Là. À Santi Aldama, il était clairement au-dessus du lot pendant cette Summer League. C'est pas un des joueurs dont on a beaucoup parlé, mais il finit à plus de 20 points par match, je crois. Puis sans trop forcer, quoi. Santi Aldama qu'on connaissait, qui était là, il shoot.
il a des super mains, il est intelligent, il prend des décisions rapides. Touché très, très soyeux au panier, là. Ça Mm. rentre très facilement et c'est un joueur de transition aussi c'est une force que je connaissais pas chez lui, exactement de sentir la transition, de donner des options à son meneur ou à la personne qui va faire la passe d'athlète. Il était tout le temps, la match que j'ai vu, il était tout le temps parti en transition à chaque occasion, mais il a récolté beaucoup de points comme ça. Ouais. Et, intéressant aussi de noter que c'est pas un profil très. Alors, du coup, avec Lofton un peu plus, mais des intérieurs avec toucher, pas non plus le truc le plus répandu à Memphis, sans faire injure à Xavier Tillman et Brandon Clark, qui sont davantage des très bons défenseurs que de très bons attaquants. C'est contre Philadelphie, je crois, où est-ce que Xavier Tillman défendait Charles Bassey. Et les deux gars se laissaient lancer à 3 points. Tu voyais, ils reculaient d'un air dégoûté à chaque fois qu'il se lançait pour les 3 points. Les gars avaient un mépris pour le tir l'un de l'autre. C'était absolument hilarant. Là. A Ils raison. n'en ont, raison. pas rentré un, je crois, de la soirée. Là. C'est Memphis qui avait gagné le match, mais ils n'en ont pas mis un de la soirée. Là. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'utilisation ou la progression de Jake LaRavia et David Roddy, qui sont les deux first round pick de Memphis? Jake LaRavia a été casté dans le rôle de la biographie de Danilo Gallinari à Memphis. Et dans les matchs que j'ai vus, il a extrêmement bien fait. Là. Danilo Gallinari qui défend, par contre, je crois. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Il est beaucoup plus léger sur ses jambes que Gallinari. Il est capable de se déplacer latéralement, mais on l'a mis dans des coins pour faire des tirs à 3 points. David Roddy aussi. David Roddy, là, je m'excuse, les gars, mais c'est Jay Crowder avec une petite bédaine. Là. Il fait les trucs vraiment plates sur le terrain, les trucs vraiment nuls qu'aucun des joueurs aime faire, comme faire des box-out, garder des joueurs en dehors du lane. Il fait tous ces trucs-là. Et à chaque fois qu'il est sur le terrain, son équipe, qui touche au ballon ou non, son équipe prend une montée, là, prend un allant de 10-12 points. Kennedy Chandler aussi, si je peux glisser un mot sur Kennedy Chandler, bien sûr, que je l'ai beaucoup aimé. Il en a bien bavé physiquement parlant. Je l'ai même vu s'écrouler à 1 contre 1 sur une possession offensive. C'est-à-dire qu'il a essayé de passer son gars puis il a explosé au contact. Mais il joue à l'intérieur de ses moyens. On voit que c'est un leader, on voit que c'est un gars qui est capable de bien placer ses gars sur le terrain. Et il a tiré son épingle du jeu offensivement et défensivement aussi dans les lignes de passe à chaque match que je l'ai vu. Je crois qu'il a joué 2 matchs en Summer League. Non, il en a joué plus, il a quasiment tout joué, mais il sortait du banc souvent. Mais non, le seul joueur drafté cette année que j'ai trouvé absolument catastrophique, c'est le bon Vince Williams. Et ça donnera de l'eau au. Pourtant, il a fait comme d'habitude, ses stats, il a protégé le cercle, il a fait des steals, etc. Il fait des stocks. Vince Williams, il a ce côté, je crée l'événement défensif. Je serais curieux de voir son box plus-minus pour la Summer League parce que je suis pas mal sûr que c'est dans le négatif. Là. Il a perdu des ballons. C'était désorganisé comme jeu. Ça m'a rappelé la dernière fois que j'ai été aussi horrifié en regardant un joueur, c'est quand les Bucks avaient drafté Joe Alexander, je crois, 8e. En Summer League. C'est quoi? C'était un gars de Virginia, je pense. C'est vieux, Joe Alexander. Ah oui, c'est 2008. Il va pas plus jouer, ça veut dire. Hein. Parce que tu me verrais tenter un lay-up, tu serais bien plus horrifié que devant Joe Alexander, ça. Comment t'as dit? J'ai dit, si tu me voyais tenter un lay-up, tu serais bien plus horrifié. Ah oui, non, c'est clair, mais tu sais, le gars, il était drafté 8e, puis tu le vois jouer en Summer League, tu te rends compte qu'il n'est pas au niveau du tout. Là. J'avais un peu ce même feeling-là avec Vince Williams. J'étais comme, ce gars-là, sa place, c'est peut-être pas en NBA. Là. S'il n'est pas capable de gérer une possession sans perdre le ballon en Summer League, ça va être très, à 22 ans. À 22 ans, ça va être très, très difficile pour lui d'avoir un... Et peut-être qu'on a trouvé le gars que Kenny Lofton peut garder à l'entraînement, tu vois. C'est clair. Kenny Lofton, 12 steals par session d'entraînement. Là. Non, on est méchant avec Kenny, on lui souhaite de réussir, évidemment. Hugues, tu as des choses à ajouter sur les Grises ou pas? Non, du tout.
Mais je trouve que ça fait un très très bon résumé, donc je vais pas dire de bêtises en plus. Une équipe très, très agréable à regarder en Summer Mmh. League comme en NBA. Là. Eh ouais, ça bosse bien, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez que Jake LaRavia est un de mes chouchous. Et j'ai bien aimé son utilisation. Il avait pas beaucoup de shoot, mais il s'en accommode bien parce qu'il s'en fout. Et je les ai mis tous. Genre je pense que les matchs que j'ai regardés, il y avait 75% à 3 points, des trucs comme Mmh. ça. Là. Ils ont un peu assuré le départ de Kyle Anderson. Je pense que Zaire Williams va prendre un plus gros rôle, mais que Jake LaRavia, c'est une draft qui va aller pour remplacer notre ami Anderson. Mmh. C'est un bon point. Zaire Williams, physiquement, qui a absolument volé par-dessus la Summer League. Là. Il était énorme, il était partout. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il peut faire systématiquement mieux que tout le monde, à part défendre. Mais, mais il a la base assez solide pour développer au moins un skill NBA qui va être sa carte de visite. Mmh. Autre satisfaction de la Summer League du côté d'Indiana, Bénédicte Mathurin. Je ne vous l'avais pas mis dans le programme, je l'avais oublié, monsieur. Mais je sais que Hugues a vu des matchs d'Indiana. Bah ouais, mon gars, le biberon à 3h du mat, 4h, 5h du mat, tu regardes un peu tout ce qui se passe. Hein. Je t'avoue que j'ai fait toute la Super League avec les cris de ma fille. Et C'était oui, un bonheur. tout pour éviter les rediffs de documentaires animaliers sur Arte. C'est ça. Ben Mathurin a été efficace pendant cette Summer League, ce qu'on va lui demander à Indiana, tant que 3&D au début et peut-être un peu plus, et c'est sur le peut-être un peu plus qu'il a montré des choses assez rassurantes. Bah, de base, tu sais que moi j'étais pas un grand fan de Bénédicte Mathurin à cause de l'image que le joueur avait de lui-même. J'avais peur qu'il se voit trop beau balle en main, et j'aime le fait qu'Indiana ait réussi à le convaincre tout de suite, de dire tu vas être un excellent joueur loin du ballon et tu vas juste tout exploser lorsqu'on te le filera balle en main. Il a vraiment été hyper appliqué là-dessus, il a pas forcé, il a pas perdu trop de ballons comme je pouvais le voir, il a pas essayé de faire de pick and roll en tant que passeur, etc. Il a compris que c'était pas son basket. Je l'ai trouvé bien plus agressif au panier. C'est de la Summer League, mais j'avais un joueur qui voulait pas se faire mal. Alors autant défensivement, je trouve qu'il a toujours pas envie de se faire mal, mais il est allé au cercle. Pas que quand il y avait une ligne ouverte pour mettre un gros dunk, mais il est allé au contact, il a fini avec la faute. Et il a réussi aussi à se créer un peu plus d'écart sur du pull-up 3 points. Et ça va être hyper décisif pour lui parce qu'il va être au départ ciblé comme un joueur de course loin du ballon, et s'il peut poser le dribble, créer un écart, side step, step back, tourner autour des hand-off, etc., ça va vraiment le rendre encore plus efficace, et je suis vraiment hyper content du mariage qui est en train de se faire entre le projet Pacers, l'image qu'ils ont de Ben Mathurin et ce que le joueur fait. C'est vraiment un début très 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 prometteur. En plus du trade de Brogdon qui va lui donner encore plus d'espace pour s'exprimer, même s'il y aura un playmaker en moins. Mais bon, tu drafts Neymar qui a fait une bonne Summer League aussi, qui sait toujours pas shooter, mais qui sait faire tourner une équipe, qui est un très bon meneur de jeu. Et Ben Mathurin, ce que tu disais, c'est important pour pas qu'il devienne en gros Ben McLemore, quoi. C'est-à-dire savoir faire des side steps et aller au cercle. C'est exactement ce qui va faire la différence, parce que honnêtement, au tir, je pense que c'est le meilleur shooter de cette cuvée de draft. Au moment où on parle et au moment où la saison va commencer, il est extraordinaire. Le tir par haut, enfin en tir catch and shoot pour l'instant, mais même il commence à développer une diversité, mais catch and shoot, il est imparable, quoi. C'est-à-dire que tu vois, tu as cette sensation de quand le ballon arrive vers lui et que tu le vois planter ses appuis, tu te dis c'est dedans. Parce que c'est toujours le même shoot, donc il y a quand même ce truc assez rare de confiance dans le tir. Autre chose dont on voulait parler aujourd'hui, New Orleans. Je notais New Orleans, je crois. C'est pour toi, Hugues aussi. Il y avait tous les gars à New moi, Orleans. moi, je les ai pas Ouais, vus. je sais bien. Mais c'était pour que
Hugues fasse un shootout. Euh, je te laisse faire un shootout pour ceux qui ont une chance de jouer l'année prochaine. C'est dirigé. Non, on va commencer par le plus évident, c'est que Trey Murphy a fait une très grande Summer League, sophomore, qui sortait de Virginia, un parcours assez long, qui était destiné à être un 3&D en NBA. Là, on lui a dit, essaye de montrer plus sur un ou deux matchs, et il a montré plus. Il a montré de la création du tir, il a montré de l'agressivité au cercle, il a trash talk. Du coup, il a pas du tout défendu, parce que Boydan Ingram lui a rappelé en disant, c'est bien, t'as mis 25 points, mais t'as pas du tout défendu. Euh, la seule chose, c'est que je pense que c'est pas réaliste pour lui en NBA, parce que tu auras déjà beaucoup de ball handlers, donc c'est bien d'avoir montré ce que tu pouvais faire, mais il le fera pas au niveau supérieur. Euh, Après ça, effectivement, il y avait mon gars, Jalen Brown, qui, je pense, doit être détestable, vu que son coach en Summer League lui donne pas le ballon. Donc si t'as pas le ballon en Summer League, alors que c'est ta seule qualité, c'est que vraiment tu dois être un trou du cul. Donc c'est très inquiétant pour la suite de sa carrière qui peut déjà bientôt s'arrêter, à mon plus grand âme. Et on a vu un John Butler famélique, littéralement, tout maigre, qui a pas joué avant la toute fin de la Summer League. Alors il a fait un match à 6 sur 6 à 3 points, ce que John Butler fait très très bien, mais on n'a pas de prise de masse. On a un joueur qui est une dernière option de Summer League, donc c'est pas vraiment rassurant pour son avenir, et lui il va bouffer de la G-League, il va bouffer tout court, et j'espère que son morphotype pour apprendre un petit peu, parce que sinon, à part ça, ils ont donné des ballons dans les mains de Najee Marshall, dont je suis pas le plus grand fan, mais qui est dans une rotation NBA. Ils ont donné les ballons dans les mains de, je sais plus comment il s'appelle, le mec d'Auburn, qui était Michael Jordan, j'ai l'impression, vu qu'il jouait 40 minutes par match et qu'il prenait tous les tirs. Jared quelque chose, mais Jared Harper. Mais Ah oui, Jared Harper. Ouais. ouais, mais voilà, Ancien Nick. ah ouais, il a joué chez vous. Légende d'Enix. De toute façon, Légende des Knicks, Jared Harper qui était en two-way et je crois qu'il n'a pas joué une minute. once a Nick, always a Nick, hein, c'est ça. Mais ouais, New Orleans qui me taguait, enfin les mecs les fans de New Orleans qui me taguaient à chaque match en disant ils ont joué 3 minutes mais ils ont joué, donc voilà, j'étais content, et je suis content d'avoir pu Moi, les voir à nouveau. je pense que le mieux pour les deux, alors peut-être pas John Butler, mais clairement, je pense que le mieux pour Sebron, ce serait de montrer qu'il est capable d'être énorme, tu vois, genre en Europe, en Eurocup, des trucs comme ça, plus qu'en G-League, parce qu'en G-League, qu'est-ce qu'il va montrer, tu vois, il va avoir la balle, mais après, il aura plus. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en Europe, ça aurait plus de Ouais, valeur. Il pourrait tout ouais, en casser. Europe, c'est ça, t'as des clubs qui essayent de gagner. En G-League, si tout le monde essaie de se monter sur la tête pour monter au niveau Même si suivant, ça a ben, changé un petit peu, il y avait une très bonne interview de Peter Corneli, le français qui est allé jouer dans l'équipe G-League des Nuggets. Je me rappelle plus le nom. Et il avait été drafté pour les Nuggets, non? Hmm. peut-être, mais en tout cas là, il est 53e, je crois. fort. Si c'est ça, c'est fort. Je peux vérifier. Je Euh, vérifie. mais il racontait, il a joué pas mal de matchs. Il disait, on commence, enfin pas on commence, mais la G-League c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent au niveau aussi de l'acceptation du rôle. Les joueurs qui y vont commencent à comprendre que s'ils veulent aller en NBA, il faut qu'ils rentrent dans la case dans laquelle, enfin qu'on a dessinée pour eux, quoi, en gros. Donc c'était intéressant. La seule satisfaction pour lui, le seul truc, c'est de dire que il a fait un match où il a tiré 6 3 points, ce qui est sa grosse faiblesse en catch and shoot. Il en a mis 3 sur 6. Voilà, c'est peut-être une clé d'entrée parce qu'il a pas défendu, hein. Il défendra jamais, je pense, ce gars-là, mais il a pris 6 3 points catch and shoot sur un match, il en a mis la moitié, et il va falloir que tu puisses tirer un petit peu loin du ballon, sinon ça va être très très compliqué pour lui. Ben, parle-moi des Knicks. 53e, hein. 53e, c'est vérifié. Ouais, Pardon. 53e, Peter Corneli. Pas Les mal. Knicks, je crois que on était venu en G-League pour donner le ballon, pour faire confiance aux jeunes. Parce que je crois que les jeunes se sont un peu fait marteler la confiance par Tom Thibodeau. Quentin Grimes un peu moins que les autres parce qu'il s'était un peu taillé une place dans Ouais. la rotation avant de se blesser au genou. Et Quentin Grimes, il a fait ce qu'il était supposé faire en deuxième saison en Summer League, c'est-à-dire de dominer. Il a dominé, il a géré l'attaque, il a géré le tempo. Il était capable de finir au panier,
ce qui n'était pas nécessairement une de ses forces l'année dernière. Je crois que, justement, athlétiquement parlant, c'était un peu compliqué. Il y avait aussi Jericho Sims qui l'a beaucoup aidé. Notre boy Jericho, qui était un monstre, qui avait l'air de l'incroyable Hulk. D'ailleurs, ils ont fait un alley-hoop ensemble. Et Quentin Grimes avait dit sur Twitter il avait dit « J'étais convaincu d'avoir lancé le ballon beaucoup, beaucoup trop tôt. » Puis Jericho Sims est allé chercher derrière et a absolument défoncé. Arraché, ouais. Sims a été un monstre défensivement aussi. Il a lockdown Jonathan Kuminga quand ils ont joué les Warriors. C'est une excellente troisième option avec les Knicks qui ont donné un contrat de 4 ans, si je ne m'abuse. Une place avec l'équipe puis un contrat de 4 ans. Quentin Grimes a super bien défendu aussi, mais je crois que on s'attend tous à ça de lui maintenant. Trevor Keels, très intéressant parce qu'il avait comme un peu pas de rôle. Tout ce qu'il sait faire était fait un peu par quelqu'un d'autre sur le terrain. Mais écoute, il n'était pas en rythme, il n'était pas capable d'avoir des tirs qui avaient du bon sens. Mais il a toujours influencé les matchs positivement avec son playmaking. Il a toujours trouvé une manière, une fois qu'il de faire arriver quelque chose avec son playmaking, soit défensivement, soit offensivement. Ce qui est la marque d'un bon joueur de rôle. C'est la marque d'un bon role player, je crois. Donc, ça va être oui, Hugues me parle de Deuce McBride. Je sais pas combien de matchs tu as vu, Hugues. Moi, je les ai tous vus sauf un. C'était bien, mais c'était bien, mais c'était pas aussi convaincant que ça aurait peut-être dû être. Deuce McBride, moi, j'ai trouvé qu'il s'acquittait bien des tâches de meneur, mais qui n'a pas montré exactement, ni physiquement, ni intellectuellement, qui était capable de planer au-dessus de la Summer League. C'était pas une mauvaise Summer League, c'était pas En gros, il plafonne. Je sais pas, peut-être. L'échantillon est un peu court. Mais c'est un excellent joueur défensif, c'est un excellent joueur d'énergie. Il couvre toujours tout le monde à 94 pieds, ce qui est vraiment très emmerdant quand tu joues au basket. Presque Avoir un gars qui virginien. couvre 14 pieds du panier. Mais ouais, non, j'ai pas été convaincu. J'ai pas été emporté par le talent de Miles McBride. Je trouvais que physiquement parlant, c'était difficile des fois. Ben, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre Mitchell Robinson et Jericho Sims? La longueur. La longueur de Mitchell Robinson est extrêmement long. Jericho Sims met des bien meilleurs écrans. Jericho Sims, il est bâti comme Ben Wallace. Là. Donc, ouais, il met des très très bons écrans, alors que Mitch Robinson a beaucoup de difficultés avec le timing. Oui. Mais tu sais, je pense qu'il y a un écart entre les deux, c'est qu'il y a un mec qui a fait 4 ans NCAA, même si c'est un coach pourri, en tant que backup des grosses stars NCAA, Jericho Sims, il était dans l'ombre de Mo Bamba, de Miles Turner, de Jackson Hayes, alors que finalement, peut-être le pivot, même son année où il est drafté, il y a Greg Brown devant, il y a Kai Jones, et finalement, le meilleur des trois, c'est Jericho Sims pour le moment. Et Mitch Robinson, il n'a pas eu ça, donc il y a une vraie formation académique, et tu sais que le mec, il est prêt quoi, à jouer, et que tu kiffes. Mais je veux dire, tout ce que Ben a dit, on le voyait déjà à Texas. Jericho Sims, c'est un des pivots que j'ai vu jouer qui descend le plus bas sur ses appuis pour aller ensuite glisser avec les arrières, etc. Extraordinaire de mobilité et d'explosivité. Ah oui, puis c'est ça. Puis il fait ce qu'il fait, c'est super simple, mais il le fait super bien. Ça a été l'année dernière en NBA pour Jericho Sims un travail d'adaptation qui a été aidé par des blessures, en partie à Taj Gibson, qui n'a pas été re-signé cette année pour laisser de la place à Jericho Sims dans l'alignement. Mais cette adaptation-là, elle est faite. Et je crois justement qu'avec Robinson, Hartenstein et Sims, on a trois pivots avec 3 profils différents qui vont être capables de changer le tempo d'un match. Mais ce que je voulais dire par ma question, c'est que pour moi, la différence de salaire justifie pas la différence de niveau entre Mitchell Robinson. Peut-être de potentiel, mais de potentiel, ça.
Ça fait longtemps qu'il est là, Robinson. 3 ans. Robinson, c'est sa 4e année. C'est le premier rookie prolongé par les Knicks depuis 1970, je crois. 1994, Ouais, on appelle ça la malédiction de Charlie Ward. Bon, ben maintenant on appellera ça la bénédiction de Mitchell Robinson. Mathurin. Qui nous manque dans le programme? Il nous manque Charlotte. Je sais, Charlotte. Charlotte. on n'avait pas parlé. Oh non, mais je vais en parler à la fin, c'est bon. Ouais, Charlotte. Bah, Hugues, Charlotte, un peu tout décevant presque. Hein, Charlotte, quand même. Ah bah, assez tout décevant, ouais. On a vu 3 constats à tirer, je pense. Mark Williams, on nous a vendu un pivot prêt, et c'était ça le justifier par rapport à prendre Jalen Duren. Bah non, il est pas prêt parce qu'il y a une adaptation physique qu'il va devoir faire et ça va mettre du temps, il va falloir être patient avec ce joueur et c'est pas lui qui va être le pivot titulaire des Hornets qui vont les amener en playoff très vite. En plus, ils ont des problèmes actuellement judiciaires, les Hornets, ils ont pas de bol. Deuxième bilan, Kai Jones, il fait un premier match où il prend 8-3 points avec une mécanique de tir qui a été retravaillée mais qui a été détruite. Et donc il fait un 0 sur 8 dramatique où il tire à plat et c'est horrible. Et ensuite, les matchs d'après, il joue près du cercle et on retrouve cet intérieur trop mobile, capable de mettre des Eurostep, capable de finir avec des tirs acrobatiques, enfin, des pas acrobatiques et de dominer. Et ça fait kiffer. Et JT sort, c'est un athlète formidable, mais pour l'instant, c'est qu'un athlète formidable. Donc le projet semble un peu court. Et je suis très déçu de ne pas avoir vu James Bouknight. Je sais pas s'il Eh est oui, encore blessé ou non, il est mais encore Il blessé. avait un plâtre sur le ouais, poignet. ça sent pas bon pour James Bouknight. Hein. Ça Après, sent pas bon pour James Knight, ça sent pas bon pour Kate Jones non plus, franchement. Après, Ça sent pas bon pour Mark Williams non plus. Si Mark Williams, qui avait un physique son physique, c'était sa carte de visite. Si son physique est pas prêt, je veux dire, quelle valeur il apporte à part de faire tourner des serviettes sur le banc, là? Moi, je trouvais que la hype autour de Mike Williams était complètement injustifiée. Et je pense qu'il est tombé dans une situation un peu difficile pour lui. en cours de saison, et nous on l'a plutôt mis dans ces eaux-là à la fin aussi, il était dans le groupe avec Kamagaté, avec Walker Kessler, avec tous ces grands qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, mais qui protègent au moins le cercle, en gros quoi. Et Ouais, après mais il il est était pris monté, après il beaucoup a avant, une ces hype, joueurs-là. après il y a une hype qui a été créée par le fait qu'il joue à Duke déjà quand même. Et puis l'adresse au lancer franc qui est importante. Pour moi, c'était quand même le prospect le plus intéressant de tout ce groupe-là par cette espèce de toucher que tu pouvais percevoir. Un joueur que tu peux laisser sur le terrain à la fin de match parce qu'il peut mettre des rentrées. Mais effectivement, la Summer League n'a pas été un succès pour lui. On termine avec vos undrafted standouts. On en a déjà cité plusieurs lors de l'épisode 1, notamment Tommy Kuzi, cité par Alan. C'est quand même extraordinaire. Ben, est-ce que tu en as déjà cité dans l'autre épisode? Est-ce que tu en as trouvé d'autres? Ben, j'aimerais juste citer un joueur auquel on n'a pas parlé qui a été drafted, par exemple, cette année, Ah, Jalen Williams. ah, ok. Qui a été merveilleux, qui était exactement le joueur que je croyais qu'il était. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a lâché, lorsqu'il n'est pas au centre de l'attaque d'une équipe, c'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui est physique. Il ne saute pas très haut, ce qui va gérer, ce qui va avoir des problèmes comme finisseur au cercle, mais c'est un passeur absolument incroyable. Et ce qui, je crois, qu'il va devenir Josh McRoberts plus en NBA. Et pour l'instant, je me tiens à ma prédiction. Là. Très bien. Josh McRoberts, c'est quoi ça, ses origines? Vietnamien. Hugues, undrafted standout. Je sais pas si vous en avez parlé, Colin Gillespie. Je sais pas si vous Non. l'avez cité ou pas. On l'a pas cité dans les stand-up. Avec Denver, on sait ce qu'il va faire. On en a parlé plusieurs fois toute l'année. Alors, il va jouer sous Yendi, sur les postes arrière en NBA. Il bouge très bien, il défend très bien, très intelligent. Tirera plus de 40% à 3 points. Je pense que tu perds Monte Morris. Tu l'as signé en two-way.
Je pense que voilà, ce mec-là, il peut jouer à côté de Nikola Jokic sans aucun problème et s'intégrer parfaitement dans le système de Denver. Donc, undrafted, j'aime beaucoup. Et après, en sophomore, il y a un undrafted sophomore que je trouve qui a bien performé cette année. Il y a David Duke qui a été plutôt pas mal avec Avec les Brooklyn. Nets. Et je suis très inquiet, par contre, pour Yves Ponce, qui est allé avec les Nets aussi. Et je comprends pas comment ce joueur. Alors, on parle du tir à 3 points, mais il y a plein de mecs qui n'ont pas un tir à 3 points comme Chet Shoes, Vanderbilt, Rondale Jefferson, des choses comme ça. Comment un joueur aussi intelligent défensivement, aussi athlétique, n'arrive pas à trouver un spot en NBA, et on parle peut-être d'un retour en Europe pour Yves. Et voilà, j'étais excité le fait de le voir avec les Nets et un peu inquiet, un peu déçu. Ben, t'as vu les Nets aussi, hein? Oui. Oui. C'était un peu une équipe de Summer League faite pour le principe d'avoir une équipe de Summer League. Là. Il y avait Cam Thomas Exactement. quand même. Il y avait Cam Thomas et Walker et Kessler Edwards qui sont 2 joueurs qui vont jouer en NBA l'année prochaine. Ouais. Ah oui, clairement, parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus personne. Là. Mais sinon, j'allais nommer Vit Krejci, mais Vit Krejci était drafté, non? Oui. Je crois. Qui a fait une super Summer League en l'espèce de point forward, qui shoot pas vraiment, mais qui trouve Comme toujours tous les une joueurs façon... d'OKC. Ben ouais, qui trouve... Oui, mais il a demandé le ballon souvent sur le terrain. C'est vraiment lui qui prenait les responsabilités. Qui ne shoot pas vraiment, mais qui trouve toujours une manière de se sortir de problèmes. Et la connexion avec mon autre chouchou undrafted, Jaden Shackelford, était absolument merveilleuse sur le terrain. Ça, c'était un super pouvoir de Jaden Shackelford, c'est-à-dire de toujours être en vue du porteur de ballon, spécialement quand il est dans le trouble. C'est vrai. Il est toujours dans le portrait quand le gars est en prise à 3. Moi, ça me divertit beaucoup les matchs d'OKC. En Summer League comme dans l'NBA parce qu'il n'y a pas grande différence entre les deux. C'est les mêmes, ouais. Je suis déçu que vous n'ayez pas cité Scottie Pippen Jr. Qui a fait Ah ouais, il a été bon. Ah ouais. J'ai trouvé qu'il avait été exactement comme j'attendais son utilisation. Ron Harper Jr. à Toronto aussi. Voilà. Ça, c'était très bien. C'était très bien dans le moule du papa, là, dans le moule du paternel. Là. Mais j'ai trouvé les deux two-way des Lakers dans l'ensemble bien choisis. Scottie Pippen Jr. qui est un joueur qui a montré, pour le coup, là, il avait moins de responsabilités offensives, donc il a pu montrer qu'en défense, il est solide. Ce qu'on savait. Et il a pas perdu de ballon, il a fait jouer son équipe, il était vraiment plus mature que les autres sur le terrain, ça se voyait. Et puis Cole Slider est un joueur de 2,8 m qui tire très bien, donc par conséquent, il a une possibilité d'un jour voir des minutes en NBA. Là où Max Christie a galéré avec les Lakers. Max Christie a galéré, mais on a vu qu'il était intelligent. Moi, je l'ai vu sur la première Summer League, là, celle de Golden State. Et c'était pas si mal, tu vois. C'est sûr qu'à côté en face d'un Keon Johnson, c'est difficile de faire la comparaison, tu vois. Mais il a 3 ans de moins. Mais il est long. Enfin, physiquement, il était pas à la rue quand même. Max Christie, il faut qu'il rentre ses shoots, pareil, pour avoir du temps de jeu à un moment donné. Mais défensivement, j'y crois. Moi. Et vous connaissiez le Ferrari de Sacramento? C'était exceptionnel, ce mec-là. Ouais. Frankie Ferrari, non, je connais. Je sais plus comment il s'appelait, mais Ferrari, son nom de famille. Mais je crois que c'était Frankie Ferrari, je rigole pas. C'est possible. Et qui prenait des tirs à 3 points du milieu de terrain, et je voyais les fans des Kings sur Twitter en mode mais arrête! Et après, oh le génie! Mais arrête! Mais oh le génie! Enfin, vraiment, c'était incroyable. Je connaissais pas ce joueur et ça m'a régalé. Ouais, toujours une le nom. Ouais, exactement. Frankie Ferrari qui s'appelle déjà, c'est un super nom, hein. Frankie Ferrari. qui est un 95, mais il jouait de où? Ah ouais, on a le même âge, wow, fou. Ah ouais, il jouait à Zaragoza, en Espagne. Ah, bah c'est pas mal, Zaragoza. Il a 26 ans, il est incroyable. Ah oui, il a joué pour les Warriors de Santa Cruz aussi. Ah oui, non, c'est un bon flingueur sans armes, comme on les aime. Absolument. C'est le sang de la Summer League, les flingueurs sans armes. Là.
Une remarque avant qu'on se quitte, messieurs, une envie, un mot à faire passer. Ça fut très, très agréable encore pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons cette année. Là. Absolument. On retournera devant nos écrans pour la Summer League 2023. On vous le promet. Peut-être qu'on y sera en personne, qui sait. Là. On espère. Hein. En tant que joueur. Parce que même Frankie Ferrari, je pense qu'il me crosse tous les jours. Hein. tu vas prendre les rebonds à l'échauffement. Je vais servir de ballon, hein, c'est sûr. Allez, prenez soin de vous tout le monde et on vous retrouve bientôt pour des podcasts sur les championnats FIBA jeunes, puisqu'il y en a plein. On a eu le U17, on va avoir les U18, les U20 ont été éliminés, mais voilà. On a plein de choses à dire sur les jeunes français et internationaux. Il y a du beau monde, généralement, dans ces compétitions, des beaux prospects. Bisous à tous, ciao.